expliquer comment fonctionne un laser. D'abord, on va revoir une notion que vous avez traitée en première S, celle de l'émission spontanée d'un photon. Alors, on va s'intéresser à cet électron qui est ici au niveau d'énergie E1. Donc, on dit que cet électron est stable, il n'est pas excité. Et on peut justement l'exciter en lui faisant rencontrer un photon qui possède l'énergie nécessaire pour le faire passer du niveau E1 au niveau E2. Donc si notre électron grimpe comme ça de E1 à E2, c'est quand on lui fournit l'énergie nécessaire, et donc que son énergie propre passait de E1 à E2. Donc l'énergie qu'on lui a fournie finalement c'est E2 moins E1, l'écart entre les deux niveaux. Ce photon, une fois excité, va à un moment se désexciter et donc redescendre au niveau d'énergie initiale. Donc s'il redescend à ce niveau d'énergie, c'est qu'il perd de l'énergie. Cette énergie perdue ne disparaît pas, elle est simplement retransmise au milieu sous forme d'un nouveau photon qui a la même énergie que le photon initial E2 moins E1. On retrouve un lien grâce aux formules ci-dessus entre l'énergie du photon et la longueur d'onde ou la fréquence qui caractérise l'onde lumineuse qui est émise. Donc on peut l'écrire directement E égale h fois f, h la constante de Planck, f la fréquence du photon. Et grâce à cette seconde relation entre célérité, longueur d'onde et fréquence, on retrouve la troisième relation, qui est celle qu'on utilise le plus souvent, entre l'énergie et la longueur d'onde du photon. Maintenant, un autre processus que vous n'avez pas vu forcément en première, c'est l'émission stimulée. Donc on suppose que notre électron est ici, il est tranquillement à l'état excité E2, enfin pas si tranquillement que ça vu qu'il est excité. Donc à un moment ou à un autre, il va quand même redescendre au niveau d'énergie E1. Mais si on n'attend pas la durée nécessaire pour qu'il redescende et qu'on lui envoie un photon qui possède l'énergie E2 moins E1, cet électron précisément, ce qu'on va provoquer, c'est la redescente de notre électron au niveau d'énergie E1 par le passage de ce photon. Il en résulte quoi? Notre photon incident, celui qui est ici le 1, va continuer son trajet, même s'il a embêté l'électron, et on va avoir présence d'un second photon, le photon numéro 2, qui est dû à la désexcitation au passage de E2 à E1 de notre électron. Alors certains peuvent se dire, si l'électron qui était ici au départ a rencontré notre photon, il aurait pu aussi monter au niveau 3. Or l'écart énergétique entre le niveau 2 et le niveau 3 n'est pas le même qu'entre le niveau 1 et le niveau 2. Donc il ne peut pas pousser cet électron à monter au niveau 3. Il aurait fallu un photon qui ait exactement l'énergie nécessaire pour aller au niveau 3. Donc ça, dans ce cas-là, on parle d'émission stimulée car on a provoqué l'émission du photon. On l'a stimulé. Alors là, si vous êtes malin, vous vous rendez rapidement compte que si on avait un gros paquet d'électrons au niveau E2 en même temps, présent en même temps là, on aurait une grosse émission de photons, enfin une importante émission de photons avec quelques photons incidents. Alors ce qui se passe, c'est qu'on va donc tenter d'obtenir cette situation, mais en réalité, vous imaginez bien, quand un électron est excité, il va vite redescendre, celui-ci va être excité, il va redescendre, celui-ci va redescendre, et tout ça se fait de manière désordonnée, donc on n'a jamais tous les électrons ensemble, sauf si on décide d'inverser la population. C'est-à-dire de faire en sorte, en fournissant de l'énergie, que tous les électrons soient à un moment, ou presque tous en tout cas, une grande quantité, au niveau E2. Donc pour ce faire, on provoque un afflux d'énergie, sous forme électrique notamment, ou avec de la lumière. Pour déplacer tous nos électrons au niveau E3, ils vont naturellement descendre au niveau E2, ce qui nous laisse un peu de temps du coup, pour envoyer des photons qui possèdent une énergie toujours E2 moins E1. Et cette énergie E2 moins E1, enfin ce photon d'énergie E2 moins 1 va provoquer la désexcitation des électrons qui vont tous redescendre au niveau E1. Et donc on aura plusieurs photons qui vont être émis. Donc on aura émission d'une grande quantité de photons. Et c'est comme ça que dans un laser on obtient beaucoup de photons émis en même temps. Donc, de manière plus globale, notre laser va ressembler à ça. Au milieu en gris, là on a ce qu'on appelle le milieu laser. Donc ça va être une espèce sous forme solide ou liquide, ça peut être un gaz, comme les lasers hélium-néon, ceux qu'on a
nos paillasses de prof. Vous les élèves fonctionnez avec des diodes laser. Donc là c'est plutôt un solide. On peut rentrer sur le fonctionnement de l'un et de l'autre, mais l'idée est la même. C'est que dans cet espace gris là, on a plein d'atomes qui possèdent des électrons, qui ont tous les mêmes propriétés et le même niveau d'énergie à atteindre. Donc le même écart énergétique E1, E2. Et on envoie des photons, comme ça, qui vont exciter, enfin désexciter justement un grand paquet d'électrons qui ont subi une inversion de population. Et donc au fur et à mesure, on a de plus en plus de photons. Bon, j'ai fait plus petit, sinon je vais mettre 2 heures à tout défaire. Qui vont traverser le milieu et se réfléchir sur ces deux miroirs M1 et M2. Donc vous allez me dire, s'il passe leur temps à se réfléchir, finalement ils sortent jamais. Ce qui se passe, c'est que le miroir M2 ici est semi-réfléchissant. Et que donc il va laisser passer une partie de l'énergie qui vient le toucher. Et donc on aura sorti de paquets de photons comme ça, régulièrement, qui ont quoi en commun? Ils ont tous la même longueur d'onde, car ils ont tous la même énergie qui est delta E égale E2 moins E1. Et ces paquets de photons là qui vont sortir régulièrement, c'est ça notre faisceau laser qu'on obtient et qu'on utilise. En propriété du laser, il y en a deux à retenir. La première, c'est que le laser est directif, c'est-à-dire que l'angle ici, d'ouverture, là si on faisait couler de l'eau par exemple, il va partir dans toutes les directions, comme ça. Bon, c'est pas le cas pour notre laser, lui il va partir relativement horizontalement, donc la direction va être à peu près la même. Et la deuxième chose, c'est qu'il est monochromatique. Une seule couleur, donc ça veut dire une seule longueur d'onde. Donc on parlera de cohérence, cohérence spatiale pour ce qui est de la directivité et cohérence temporelle pour ce qui est de la monochromaticité. Mais ce sont des termes qui ne sont pas forcément très utiles en termes ILS.